Bonjour et bienvenue pour le 100e numéro du podcast Paroles d'Histoire. Un drôle d'anniversaire dans une drôle de période, mais pour laquelle on a la chance d'avoir l'éclairage de l'historien des sciences et de la médecine, Guillaume Lachenal, qui a travaillé sur les épidémies, le soin, le tri des malades, toutes choses qui, à l'heure de l'épidémie de coronavirus, peuvent être intéressantes pour y réfléchir historiquement. Une émission enregistrée à distance, confinement oblige, et donc pour laquelle il y a eu à la fois un appel Skype, un appel téléphonique, et donc une bande-son de qualité assez médiocre, mais vous voudrez bien nous en excuser. Vous retrouvez évidemment le podcast sur son site paroledhistoire.fr, sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. Pour parler avec une perspective historique de l'épidémie de coronavirus, j'ai le plaisir d'être avec Guillaume Lachenal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste d'histoire des sciences et de la médecine. Vous avez notamment publié Le médicament qui devait sauver l'Afrique aux éditions La Découverte, ainsi que Le médecin qui voulut être roi sur les traces d'une utopie coloniale au Seuil. Et avec vous, si vous voulez bien, on va essayer de poser quelques questions sur ce que, en historien des sciences et de la médecine, on peut dire de cette épidémie, de cette pandémie désormais mondiale. Peut-être pour commencer, je voulais vous demander comment, fin décembre, début janvier, lorsque les premières nouvelles sont arrivées au sujet de cette épidémie, comment, en tant qu'historien de la médecine, vous avez regardé ça, comment vous avez commencé à chercher à comprendre tout ça au regard de vos propres travaux? En fait, pour moi, la question, elle s'est d'abord posée en tant qu'enseignant, parce que je commençais en janvier plusieurs cours, un cours d'introduction aux grandes questions sciences et société qu'on fait à Sciences Po aux étudiants assez jeunes de niveau licence, et puis un cours d'histoire des épidémies. Et je me souviens que dès la mi-janvier, moi j'avais fait des diapos avec les tout premiers tweets qui venaient de Chine en disant il se passe quelque chose à Wuhan et tout ça. Je trouvais ça évidemment vraiment digne d'intérêt. En particulier, moi, la première chose qui m'intéressait, c'était tout ce qui était, la très grande rapidité avec laquelle les autorités chinoises ont rendu disponibles les séquences du virus qui sont nécessaires pour faire tous les tests de diagnostic, et toutes les communautés en fait de virologues qui s'étaient activées dans la foulée pour faire les premières analyses évolutives du virus et tout ça. Moi, je le regardais un peu comme sociologue des sciences. Et puis, bon, évidemment, l'épidémie est devenue beaucoup plus qu'une question de sociologie des pratiques scientifiques, et beaucoup plus. L'épidémie dépasse aussi les discours qu'on peut avoir sur elle. Mais bon, voilà, initialement, c'est des questions d'enseignement pour moi qui se sont posées. C'est comment s'en saisir dans ces cours, et puis comment aussi progressivement essayer de donner dans les cours une place à quelque chose qui nous dépasse, et puis tout simplement qui nous préoccupe, profs comme élèves. Du coup, quand cette épidémie prend cette ampleur effectivement qui nous dépasse, est-ce que les leçons de l'histoire existent? Est-ce que les leçons de l'histoire sont pertinentes? On a vu beaucoup de papiers faire référence à la grippe espagnole de 1918. On a vu aussi beaucoup de comparaisons, pas seulement médicales d'ailleurs, avec l'Union sacrée de 1914. Est-ce que ce sont des outils intellectuels, ou est-ce que finalement il n'y a pas de leçons à tirer de l'histoire et de l'histoire de la médecine de ce point de vue-là? C'est une très bonne question, et je pense tout d'abord, évidemment, l'histoire est importante et intéressante, mais je pense qu'on peut aussi hésiter, en tout cas avant de tirer des leçons. Il y a une demande publique d'histoire aussi des épidémies à ce moment-là, et c'est normal d'y répondre aussi, mais je pense qu'on peut quand même opposer pas mal d'arguments à cette idée des leçons de l'histoire. Je pense que le premier, d'abord, c'est cet avertissement classique de Marc Bloch dans L'étrange défaite, sur le fait que l'excès d'histoire peut empêcher de comprendre le présent et de saisir le présent dans sa nouveauté et dans ce qu'il a d'inédit. Et ça, c'est une leçon qui concerne pas seulement les historiens, mais même dans la réponse à l'épidémie. La manière dont on a abordé cette épidémie, en gros, comme en se fondant essentiellement sur des protocoles qui étaient liés au SRAS, donc à l'épidémie de SRAS de 2003, qui était aussi un coronavirus beaucoup plus sévère, avec moins de formes asymptomatiques, etc. La manière dont on a répondu à cette épidémie avec ces protocoles, en fait, a pas forcément conduit à prendre les meilleurs
décision dans la prise en charge des malades, etc. C'est un exemple du fait que, de manière tout à fait pratique, en fait, il faut combattre une épidémie pour ce qu'elle est et pas forcément avec les protocoles de l'épidémie de la manière que Marc Bloch reprochait au chef français d'avoir fait la guerre de 14 en 40. C'est une épidémie qui est inédite dans la manière dont les cas se répartissent entre des cas à la fois extrêmement sévères et une grande partie de cas asymptomatiques qui sont très difficiles à détecter. Et en fait, le temps qu'il a fallu de comprendre cette nouveauté a été un temps précieux et un temps perdu. Et c'est possible que la manière dont on se sent forcé de saisir cette épidémie comme une réitération d'une épidémie précédente, où la comparaison à la grippe, par exemple, a aussi pas mal encombré, je pense. La deuxième chose sur ces leçons, alors c'est assez intéressant de voir le précédent de la grippe espagnole, effectivement, a été très important, et public. Et ces débats sur la stratégie dite d'aplatissement de la courbe ou d'étalement de la vague, qui sont les stratégies de des pays européens depuis 10-15 jours, s'appuie en partie sur l'utilisation de données historiques sur la grippe de 1918-1919 aux États-Unis, avec des villes qui ont eu des stratégies de santé publique différentes, et en particulier la comparaison Saint-Louis et Philadelphie qui a été faite dans un article qui est paru il y a à peu près 10 ans, un article de santé publique, mais qui est devenu l'exemple repris partout. Donc Saint-Louis avait appliqué ces mesures de distanciation sociale avec la fermeture des cinémas, des lieux publics, etc. Philadelphie l'avait pas fait, et on a trouvé des épidémies beaucoup plus qu'à Saint-Louis ou qu'à Philadelphie, où on a eu un pic beaucoup plus resserré, donc qui a dépassé beaucoup plus les capacités hospitalières. Donc ça c'est un usage de l'histoire tout à fait de santé publique qui a fait. Et cet exemple de la grippe espagnole, il est intéressant aussi en tant que usage de l'histoire. La grippe espagnole, elle a été largement redécouverte en 2005 au moment de l'épidémie de grippe aviaire. Et puis, à nouveau en 2009, au moment de l'épidémie d'H1N1, et là, il y a eu pas mal de conférences, de publications qui revisitent l'épidémie de grippe espagnole comme la grande pandémie qui menace de revenir. Et donc, il y a eu ce besoin d'histoire qui s'est exprimé à propos de la grippe espagnole à ce moment-là, et qui nous a, en fait, paradoxalement, recueilli toute cette littérature sur souvenir de la grippe espagnole en 2005-2009 laisse un goût un peu amer quand on voit la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Déjà parce que les arguments sur les 5% de la population mondiale qui sont mortes pendant la grippe espagnole, etc., ressortent beaucoup à cette époque-là. C'est une des raisons pour laquelle on est censé être mobilisé, en tout cas dans les États européens, américains, pour la préparation aux pandémies et pour avoir des plans de réponse, notamment en stockant des masques, etc. Donc il y a eu post-H1N1 une vraie réflexion avec des plans de préparation, etc., qui s'appuyaient en particulier sur l'expérience, enfin sur le souvenir ou la remémoration de la grippe espagnole. Et donc aujourd'hui, on mesure à la fois l'espèce d'agitation qu'il y a eu après en 2009, et puis en fait la façon dont le soufflet est complètement tombé et dont ces plans n'ont pas été sérieusement mis en place ou ont été progressivement démantelés parce qu'on s'apercevait qu'ils étaient trop coûteux. Ça, c'est le premier goût amer. Et puis le second goût amer, c'est qu'un avertissement qui a été beaucoup fait pendant les 20 dernières années, en particulier par l'anthropologie critique de la santé et l'histoire de la santé, c'est de dire les plans de préparation militaire de réponse aux pandémies avec des masques, etc., c'est bien, c'est important, mais l'essentiel, c'est les systèmes de santé, et on l'avait encore revu pendant l'épidémie d'Ebola en 2014 en Afrique de l'Ouest. Et cette autre leçon de l'histoire sur l'importance d'avoir des systèmes de santé
bien dimensionné, fonctionnel et sans crise de confiance vis-à-vis avec des tutelles, etc. avec des gens bien payés, des gens qui ont des conditions de travail décentes, etc. Voilà, donc ça aussi, c'est un diagnostic qui a été porté de façon répétée pendant les épidémies d'Ebola des 10 dernières années. Et là encore, c'est le second goût amer, c'est que ces leçons de l'histoire, en fait, elles ont été faites, mais elles ont eu de fait très peu d'effet sur les politiques publiques, quoi. Alors, il y a un troisième point sur lequel je voulais vous interroger, puisque vous avez également co-dirigé un numéro des cahiers Georges Canguilhem sur la médecine du tri. Et cette notion de tri, est-ce qu'on peut peut-être l'éclairer historiquement, sachant que ce sont des questions qui ont commencé à se poser, notamment en Italie du Nord, quelle priorité donner à quel type de malade, avec quel âge, avec quelle pathologie, etc. Est-ce que là aussi, c'est des choses pour lesquelles la profondeur historique permet de penser un petit peu la situation dans laquelle nous sommes? En fait, la question du tri devient une question qui est théorisée et prise en charge par la logistique militaire et aussi l'éthique médicale avec la guerre de 14-18, où il s'agit encore une fois de rationaliser la prise en charge pour maximiser en gros le nombre de soldats qu'on pourra sauver. Enfin, il s'agit moins d'ailleurs de sauver des vies que de maintenir des soldats aptes à combattre, avec des réflexions et des classifications qui sont produites par la question du tri, par exemple sur la transportabilité des malades. Il s'agit de traiter en priorité les non transportables, etc. Donc on voit comment des catégories épistémologiques sont produites par la question du tri. Mais bon, c'est une question qui traverse l'histoire de la médecine au XXe siècle, avec qui était une question de médecine militaire, devient une question de médecine humanitaire. C'est une question qui devient aussi assez brûlante pendant l'épidémie de sida, au moment où les traitements sont rares et au moment où donc s'opère aussi à l'échelle internationale un triage entre les populations qui recevront les médicaments et ceux qui ne pourront pas les avoir. Et puis à l'échelle des sociétés africaines, par exemple, des mécanismes de triage entre les bons patients qui méritent en quelque sorte de recevoir des traitements antirétroviraux et les autres. Et ça, c'est un peu une des tragédies des années 90 et du début des années 2000 dans les pays africains touchés par l'épidémie. Donc ce qui nous revient en pleine face, effectivement, c'est une pratique presque militaire du triage, telle qu'elle s'opère en Italie et telle que vraisemblablement elle va devoir s'opérer en France dans les prochains jours, dans un contexte de manque de lits de réanimation, la nécessité pour maximiser en gros l'efficacité des soins et au final les vies sauvées, la nécessité de choisir qui en soigne en priorité. Et donc c'est une question c'est une question très riche et profonde. C'est que la médecine, d'une certaine manière, ne peut pas faire l'économie de ce triage. Et en même temps, tout tri est évidemment insupportable moralement. Donc c'est une très riche question éthique et c'est une question qui est aussi riche historiquement en voyant comment s'est formé ce corpus éthique du triage qui donne aux médecins des règles un peu consensuelles, voire même des scores quantitatifs pour faire ses choix dans l'urgence. Une dernière question peut-être, parce que on s'en excuse encore, la qualité de la prise de son n'est pas idéale, mais les contraintes techniques du confinement sont aussi celles-là. Une dernière question peut-être qui porte sur cet espoir d'un médicament miracle, d'un traitement miracle qu'on a vu se développer depuis une dizaine de jours maintenant en France autour du professeur Raoult et de l'idée que la chloroquine va être ce remède miracle. Là aussi, c'est quelque chose dont on a des antécédents dans l'histoire. Ah oui, alors ça je suis très réticent, on en a pas parlé au début de l'entretien, mais je suis souvent très réticent à cette histoire des épidémies où on ressort toujours les mêmes rôles, le bouc émissaire, la peur, etc. Cette espèce d'histoire qui serait faite d'un variant et le rôle de l'historien serait juste de mettre à jour les nouvelles figures. Mais alors pour le coup, la figure du professeur de médecine qui a trouvé la solution, qui est à la fois quelqu'un qui est intégré au champ médical universitaire et qui joue une carte de dissidence sur le style de ses interventions et sur la manière dont il va produire ses preuves. Ce personnage-là qui est incarné aujourd'hui par Didier Raoult, il est très classique
vers l'histoire du charlatanisme médical. Il faudrait demander ça aux historiens modernistes, aux 19e dans les épidémies de choléra, etc. Il y a une activité médicale très intense pour proposer toutes sortes de remèdes miracles. Mais en fait, plus récemment, le précédent, et c'est un précédent qui a été signalé par des gens qui sont très méfiants ou voire inquiets par rapport aux interventions du professeur Raoult, c'est que l'histoire du sida est pleine de ces annonces de traitements miracles. Le grand précédent qu'on a en France, c'est l'affaire cyclosporine qui a lieu en 1984, donc au moment de l'épidémie de sida, où les cas se multiplient dans les hôpitaux parisiens, où les jeunes gens meurent, donc c'est une situation très dure, on n'a aucun traitement. On est à moitié en guerre industrielle en France, avec les États-Unis quant à la découverte du test diagnostic et du virus. Et c'est le moment que choisissent 3 professeurs de médecine parisiens, dont le professeur Philippe Even, qui est toujours aujourd'hui un médecin, disons, médiatique, un peu un professeur Raoult d'un autre style. Et donc ces 3 médecins, qui sont des chefs de service de la PHP, convoquent une conférence de presse avec Georgina Dufoy, qui est la secrétaire d'État à la santé, et ils annoncent ni plus ni moins qu'ils ont trouvé le remède contre le sida, et c'est pas la chloroquine, c'est la cyclosporine. Et on a exactement le même débat qu'on voit aujourd'hui, c'est ils disent on a des données qui sont préliminaires sur une dizaine de patients, c'est notre certitude de clinicien qui nous fait dire ça, il n'est pas moral d'attendre, exactement ce que dit Raoult, il n'est pas moral d'attendre, il n'est pas moral de se plier à la bureaucratie de la publication scientifique, des autorisations, etc. Notre devoir de clinicien, qui est en même temps une intuition de quelqu'un qui connaît ses patients, qui les voit aller mieux grâce à la cyclosporine, notre devoir, c'est de donner cette découverte au monde. Et ce qui va être intéressant dans cette affaire cyclosporine en 84, c'est le retour de bâton qui vient en particulier des malades et des associations et même de la gauche, libération, qui vont dire c'est n'importe quoi cette affaire cyclosporine, les données sont très faibles et on n'a pas besoin d'espoir, on a besoin de bonne science. Et donc on va avoir paradoxalement des voix qui sont des voix plutôt critiques, qui vont s'en prendre à l'establishment médical en disant on veut plus de vos traitements miracles, on veut plus de vos intuitions de bons cliniciens, on veut de la bonne science instituée et régulée collectivement sur le plan éthique et sur le plan des preuves. Et donc ça c'est un tournant que le sida va vraiment accélérer avec la création de comités nationaux d'éthique, d'une agence pour réguler la recherche sur le sida, l'ANRS, et donc on va avoir un mouvement d'institutionnalisation en fait de la recherche et de codification aussi des normes de preuves sur les essais cliniques, qui va être un acquis de l'épidémie de sida. Et qu'on va retrouver dans les autres pays européens avec des controverses assez similaires. Mais donc c'est vrai que l'affaire Raoult rappelle énormément cette affaire cyclosporine, ce qui n'est pas d'ailleurs un jugement sur l'efficacité potentielle, etc. L'idée de la cyclosporine n'était pas absurde comme l'idée de la chloroquine ne l'est pas. Mais en tout cas, on voit rejouer cette posture du clinicien dont l'une des missions, et ça c'est une belle question pour les philosophes, dont l'une des missions serait de donner de l'espoir. Et je pense que s'il y a un tel engouement pour le professeur Raoult, y compris de milieux qui sont censés être des milieux critiques intellectuellement, etc., c'est que ce que Raoult nous dit, c'est que ce coronavirus, c'est un mauvais rêve, qu'on a un médicament dans la pharmacie et que tout va bien aller. Et donc ça, c'est un discours qu'on a envie d'entendre, et il nous propose aussi toutes sortes d'interprétations d'épidémies qui plaisent aussi à notre regard critique. Et c'est pour ça aussi que je suis méfiant sur les leçons du coronavirus, les interprétations, ce qui nous révèle de la mondialisation du capitalisme, etc. Parce que là encore, c'est une manière de donner sens et peut-être de refuser d'affronter la réalité, disons, en adulte, sans que tout ça soit résolu par un médicament que le professeur Raoult nous amène dans une petite cuillère, Et l'épidémie est malheureusement plus compliquée que ça.
Merci beaucoup Guillaume Lachenal, désolé encore pour un peu les mésaventures audio de cet entretien. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.